en général, ce qui est certain, c'est que en dessous de 5 ans, s'il y a une revente, on va dire dans les 5 ans, ça vaut pas le coup d'acheter quoi qu'il en soit. Parce que pour moi, c'était essentiel d'avoir un toit sur notre famille, un toit qu'on allait amortir mois par mois pour qu'il devienne le nôtre et plus celui de la banque à un certain moment donné. C'est bien ou c'est pas bien, c'est-à-dire, par exemple, moi je vais pas dire je suis pour acheter une résidence principale ou je suis pour louer une résidence principale ou je suis contre l'un ou contre l'autre. La preuve, c'est que j'ai fait les deux parce que j'étais dans des situations qui étaient différentes à deux moments de ma vie. Vous écoutez Money Tree, le podcast qui décortique l'investissement immobilier de façon réaliste. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné depuis plus de 15 ans, fondateur d'Artaï Immobilier et auteur du livre S'enrichir grâce à l'immobilier. Chaque semaine, avec mes équipes et nos invités, on vous partage des retours d'expérience concrets, des stratégies et des clés pour développer votre patrimoine seul ou accompagné. Alors si vous voulez comprendre, progresser et agir sur la base de faits réels et concrets, vous êtes au bon endroit. Alors bienvenue dans Money Tree. Acheter ou non sa résidence principale, acheter une résidence principale ou faire un investissement locatif, acheter ou louer sa résidence principale, toutes ces questions-là, on les voit passer, on les a vues passer, on va encore les voir passer, et c'est une question assez récurrente et qui me surprend toujours. Voilà, donc désolé pour ceux qui se posent souvent la question, mais moi ça me surprend toujours qu'on me pose cette question, parce que je trouve que la réponse est assez évidente. Ça dépend. Voilà ce qu'est la réponse. Ça dépend. Parce que chaque situation est totalement unique. Chaque objectif, en général, est aussi unique. En tout cas, il est souvent différent de celui du voisin. Comme vous le savez, souvent, je répète que pour établir une stratégie, il faut répondre à deux principales questions. Quels sont mes objectifs et quel est mon horizon pour atteindre ces objectifs? Donc, à partir du moment où on a répondu à ces deux questions, en général, on a la réponse à acheter sa résidence principale ou faire du locatif. Mais il y a aussi des critères qui ne sont absolument pas financiers, des critères qui sont aussi beaucoup moins scientifiques et qui sont des critères juste de vie, d'aléas de la vie, de projet de vie, de géographie, d'amour, de tous ces sujets-là. Par exemple, j'ai 23 ans, je viens de terminer mes études, j'ai fait mes études à 600 km de là où j'ai grandi. Est-ce que je vais rester ici? Je suis célibataire? Oui, non. Admettons que je le sois. Est-ce que je vais rester ici une fois que j'ai terminé mes études? Je sais pas. Je vais peut-être prendre un boulot ici, puis peut-être que ça va me plaire, peut-être que ça va marcher, peut-être pas. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, mais peut-être pas. Donc, pour moi, quand il y a incertitude sur les 5, 6, 7, allez, les 5 à 10 années qui vont arriver, même si je sais que c'est difficile, et de plus en plus d'ailleurs pour les nouvelles générations, de se projeter sur ces durées-là, c'est aussi en répondant à ces questions-là que je vais pouvoir savoir si ça vaut le coup d'acheter une résidence principale ou non. Ce qui est sûr, c'est que dans l'investissement immobilier, dans le monde de l'investissement immobilier, il y a des frais afférents. Vous avez des frais notamment bancaires, hein. Vous avez des frais de dossier, vous avez des frais de garantie bancaire, type crédit logement, type SACEF, type CAMCA, type hypothèque, type privilège prêteur de données, etc. Donc tous ces frais de garantie aussi, il ne faut pas les oublier. Il y en a qui remboursent tout ou partie, enfin pas tout ou partie, mais il y en a qui remboursent une partie ou rien plutôt. Et puis il y en a qui ne sont pas du tout récupérables, hein, comme une hypothèque. Une fois qu'elle est inscrite, vous ne pouvez pas non plus récupérer de l'argent là-dessus. Donc il y a des frais, vous le savez, dits de notaire, hein, qu'on simplifie en frais de notaire, mais donc il y a les émoluments du notaire, il y a des taxes aussi, notamment beaucoup d'impôts, hein, à peu près autour de, entre les émoluments du notaire, plus les différents frais, plus les taxes, etc. Vous en avez pour à peu près entre 8 et 10% dépendamment du montant du bien que vous achetez. Plus le bien est petit, plus le pourcentage est élevé en général parce qu'il y a aussi des frais fixes qui sont incompressibles. Il n'y a pas que de la proportion. Et vous avez éventuellement d'autres frais afférents à tout ça, que sont des frais d'agence immobilière, de société d'investissement clé en main, de conseil, d'experts comptables, de constitution d'une société, par exemple sur du locatif. Bon, vous avez plein de choses comme ça. Donc en tout cas, il y a des frais. Bon, de la même manière qu'il y a des frais sur les CPI, il y a des frais sur des assurances vie, parfois, il y a des frais, bon voilà, il y a des frais, ça c'est certain. Mais en tout cas, l'immobilier, il y en a peut-être plus que sur par exemple, le patrimoine financier. Donc, en général, et là je conclus de manière grossière, hein, alors que j'ai introduit par le fait que ça dépend par rapport à votre situation, etc., et que chaque situation est unique. Mais en général, ce qui est certain, c'est que
en dessous de 5 ans, s'il y a une revente, on va dire dans les 5 ans, ça vaut pas le coup d'acheter quoi qu'il en soit. Il y a des fois, ça peut être plutôt 6 ans, des fois 7, des fois 8, et des fois ça peut être que 3. Ça va dépendre de comment on achète, de combien on achète, d'où on achète, de combien va prendre le marché, de la liquidité à la sortie, du cycle. Est-ce qu'on a acheté on va dire en crise et on revend sur un cycle plutôt haussier, ou est-ce que c'est le contraire? Même si sur le long terme, en investissement immobilier en général, c'est assez safe et on perd pas beaucoup d'argent, hein. Vous le voyez sur des courbes quand vous prenez un échantillonnage 20, 25 ans, voire 50 ans. Clairement, c'est certain que vous ne perdez pas d'argent, mais si vous vous retrouvez au creux de la vague et que vous avez acheté au haut de la vague et que vous devez revendre parce que justement vous devez déménager au bout de 3-4 ans parce que vous ne vous plaisez pas dans cette ville, parce que vous avez perdu votre job, parce que vous avez trouvé quelqu'un qui habite à 500 km et que vous voulez rejoindre cette personne-là, eh bien il faudra faire avec. Et si vous avez besoin de récupérer toute ou partie de l'apport que vous avez mis à l'intérieur pour pouvoir refaire un projet ailleurs, eh bien vous serez obligé de vendre à ce moment-là et le momentum ne sera absolument pas bon et vous subirez justement ces fluctuations de marché que vous n'avez pas forcément à subir sur du locatif par exemple. Donc je récapitule, si je suis jeune, que je n'ai pas de visibilité, ou même je suis moins jeune mais que je n'ai pas de visibilité et sur l'ancrage géographique de mes prochaines années, en général au moins entre 5 et 10 ans, forcément ça vaut pas ça vaut pas le coup en général d'acheter sa résidence principale. Maintenant, peu importe mon âge, je suis avec une personne, on habite chacun de notre côté, on a envie de construire quelque chose ensemble, on a envie d'acheter, de capitaliser là-dessus parce qu'on a envie de fonder une famille demain, etc. Et on est sûr qu'on va s'installer ici. Pour le coup, là, ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir et d'aller sur un calcul qui va être plutôt un calcul lui, financier derrière, à savoir est-ce que ça vaut le coup de faire ça et de louer, ou est-ce que ça vaut le coup de louer nos appartements par exemple respectifs qu'on avait déjà, ou est-ce que ça vaut le coup plutôt de ne pas acheter de résidence principale, de la louer et de continuer plutôt d'investir sur du locatif. J'ai envie de dire, ça dépend. Je vous prends mon exemple personnel. J'ai toujours en France eu des résidences principales parce que pour moi c'était essentiel d'avoir un toit sur notre famille, un toit qu'on allait amortir mois par mois pour qu'il devienne le nôtre et plus celui de la banque à un certain moment donné. Bien que quand on déménage, souvent ça a toujours été finalement pour des maisons plus grandes, mieux placées, plus quali, etc. Donc finalement on a toujours eu un endettement qui a plutôt grossi que diminué, mais en tout cas il y avait ce côté affect, famille, cocon familial, rassurance, on va dire, rationnel ou non, mais en tout cas rassurance. Du côté plutôt cœur que raison, ça c'est certain, mais il n'y avait pas forcément le calcul financier, etc. Et ce qui est certain, c'est qu'il y avait cette volonté de créer quelque chose de patrimonial au niveau de la famille. Ce qui n'empêchait pas, évidemment, et vous le savez très bien, vous qui me suivez depuis longtemps, d'investir massivement en dehors et donc de ne pas avoir l'impression de sacrifier ma capacité d'endettement pour une résidence principale plutôt que pour du locatif, d'autant que quand je commençais à investir, les banques calculaient en mode différentiel, ce qui n'est pas du tout le cas d'aujourd'hui. Donc le taux d'endettement n'était pas du tout considéré de la même manière. Donc on pouvait souvent faire résidence principale et pléthore d'investissements locatifs. C'était beaucoup plus simple, évidemment, à condition d'avoir quand même des appuis solides. Par contre, là, aujourd'hui, au Canada, ben, clairement, on est en location parce qu'on ne sait pas déjà combien de temps on va s'installer ici. On est aussi sous un coup près d'immigration, hein, puisqu'on est on est étranger ici, donc on n'est pas forcément chez soi, donc on peut vivre aussi ce que vit un étranger en France, évidemment, en matière de paperasse administrative. Et puis il y a quand même pas mal de mouvements ici aussi au niveau de l'immigration. Donc il y a déjà cette partie-là. Il y a la partie, on a changé d'une maison avec un jardin, une piscine à un appartement, sans extérieur, ou en tout cas un extérieur tout petit. Dans un climat totalement différent, dans une culture totalement différente et dans un quartier dans lequel on n'a jamais vécu, même si on connaît plus ou moins les quartiers de Montréal, puisque moi j'y ai vécu il y a quelques années, mais c'était il y a longtemps et les villes mutent aussi. Et puis nous aussi on change évidemment, on évolue, donc on n'a pas forcément les mêmes envies qu'il y a 20 ans. Donc en ayant tout ça dans l'équation, on s'est dit que le mieux c'était de louer parce qu'on n'était pas sûr de tous ces points-là, en tout cas de leur évolution et de notre évolution à nous vis-à-vis de ces points-là, et puis parce qu'aussi il y a un contexte de marché où ici on est quand même sur une augmentation qui a été assez forte et on voit que il y a une consolidation des prix qui se fait et qui va se corriger certainement là début 2026. Donc ça c'est aussi notre culture, hein, de l'immobilier, de l'investissement immobilier au sens large, du réseau qu'on a pu se faire ici aussi sur la partie évidemment locatif et investissement immobilier.
qui font qu'on peut avoir cette lecture-là. C'est pas le commun des mortels qui achète une résidence principale tous les 15 ans qui va forcément identifier tout ça. Mais en tout cas, nous, c'est une multitude de points qui ont fait et qui font que on préfère être locataire dans cette situation-là. Par contre, en France, dans la situation dans laquelle on était, où on sait qu'on n'allait pas bouger de la région toulousaine, par exemple, on sait que le quartier dans lequel on était, c'était le quartier dans lequel on voulait être, on sait que la typologie de maison qu'on avait, c'était une maison qui nous correspondait, que les enfants étaient plutôt sur le départ de la maison que sur y rester encore 10-15 ans, eh bien on avait finalement rempli toutes les cases pour être certain que c'est de ça dont on avait besoin et qu'il n'y avait pas de sens pour le coup à être locataire sur ce type de bien-là. D'ailleurs, il n'y en a quasiment pas sur le marché, sauf finalement les gens qui louent actuellement notre maison, voilà, qui ont pu trouver ce bien-là sur le marché. Voilà, donc vous voyez, c'est bien ou c'est pas bien, c'est-à-dire c'est pas, par exemple, moi je vais pas dire je suis pour acheter une résidence principale ou je suis pour louer une résidence principale ou je suis contre l'un ou contre l'autre. La preuve, c'est que j'ai fait les deux parce que j'étais dans des situations qui étaient différentes à deux moments de ma vie. Donc, il n'y a pas de réponse universelle en vérité. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au début. C'est vraiment chaque situation qui doit amener sa propre réponse. Donc, plutôt que de demander à des gens qui ne vivent pas avec vous, qui n'ont pas vos objectifs, etc., ou à des gens que vous ne connaissez pas sur des réseaux sociaux, leur demander est-ce que je dois acheter ma résidence principale ou je dois investir dans l'immobilier, posez-vous la question à vous-même, faites le point sur vous-même, prenez une liste et établissez vos objectifs entre 5 ans et 10 ans et votre situation, comment vous la voyez entre 5 ans et 10 ans. Si vous cochez, si vous pensez qu'il va y avoir de la mutation géographique, du mouvement en tout cas, vous allez déménager par exemple pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles, en général c'est un point négatif. Si vous êtes en couple, c'est un point plutôt positif pour commencer à capitaliser, à construire quelque chose ensemble. Si vous avez pas encore d'enfants, c'est peut-être pas le bon moment non plus parce que il va falloir choisir aussi le bon endroit par rapport aux écoles, aux services, etc., aux garderies, aux crèches et compagnie. Si par contre vous avez déjà des enfants, que vous prévoyez d'en avoir un ou deux autres par exemple, et que vous le savez déjà, vous pouvez aussi trouver un bien qui va correspondre aussi et accepter cette évolution-là dans les années à venir. Bon voilà, vous mettez tous les critères personnels auxquels je pense pas là comme ça en live en vous les disant parce que je me prépare, j'ai pas du tout préparé l'épisode, et vous mettez tout ça sur une liste et vous faites votre propre conclusion. Et je pense qu'il y a seulement vous et uniquement vous qui pouvez savoir si ça vaut le coup ou pas d'acheter ou de louer sa résidence principale, ou si c'est pas de l'acheter, d'investir ou pas. Il y a aussi la question de oui, mais si j'achète pas ma résidence principale et que j'investis, j'aurai plus de capacité d'emprunt pour acheter ma résidence principale demain, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est avancer tant que vous pouvez avancer. Si demain vous pouvez pas mettre un pied devant l'autre, de toute façon vous serez obligé de reculer ou d'arrêter. Donc faites-le tant que vous pouvez le faire. Des fois, c'est bien de se poser des questions après, ou de pas se les poser du tout et juste d'avancer. C'est aussi en général ce qui fait la différence entre beaucoup de gens qui attendent. Comme là, j'attends le projet de loi de finances, j'attends ci, j'attends ça, oui mais j'attends les taux, oui mais j'attends ci, oui, j'attends que les prix baissent, ah mais ils baissent pas, ah ben si j'avais su. Bon mais tout ça, en fait les j'attends, ça termine toujours sur un si j'avais su. Voilà. Et rarement sur ah ben vous voyez, j'avais raison, j'ai bien fait d'attendre. C'est rarement le cas, rarement. En tout cas, statistiquement parlant, ça finit plus souvent sur un si j'avais su. Donc si vous faites un minimum de statistiques et de probabilités, en général, il vaut mieux avancer et vous poser les questions après ou arrêter de vous les poser au bout d'un moment. Voilà. En tout cas, pour ce qui est de la question résidence principale ou locative, j'espère y avoir répondu. La réponse est ça dépend. Et là, je vous invite à faire l'exercice vous-même si, en tout cas, vous êtes dans ce cas-là. Voilà. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre qui l'animera, mais en tout cas, j'espère vous y retrouver nombreux en audio ou sur YouTube. À très vite. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.